dans le cadre de la commission historique de la Fédération française de la voile, qui à l'époque était présidée par Jacques Lerat, l'idée de recueillir toutes les archives et faire un document sur cette aviation dans le Massif central traînait depuis très longtemps. Beaucoup d'entre nous étions intéressés, mais la recherche d'archives, d'une part, les travaux qui étaient déjà en cours, font que nous ne pouvions pas nous y lancer. Et c'est Jean Barnérias qui, finalement, intéressé par le travail, a décidé de collationner tout ça. Quand on regarde la richesse iconographique de ce livre, il faut être conscient qu'il y a eu 5 ans de travail, de recherche. Non seulement de recherche d'archives, que l'on peut déjà trouver pas si facilement que ça, mais également de vérification, parce qu'on ne saurait écrire un livre en écrivant sans avoir vérifié les dires. Il y a une recherche iconographique, des photos, il y a une recherche historique dans les archives de l'époque pour retrouver les textes, et une recherche humaine, parce que beaucoup d'hommes sont cités avec toutes leurs valeurs. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt et la grandeur de ce livre, c'est ce travail qui nous permet de nous rappeler que le vol à voile est né en 1922, le vol à voile français est né en 1922 lors du congrès de Combe-Grasse. Nous fêterons très bientôt son centenaire. Roger Mignard, qui était un ancien bagnard et qui habitait à Clermont, c'était un contremaître aux usines Michelin, et cet homme-là, qui avait débuté avec la Popu en 38-39, donc avait fait un stage à la Banne, et il avait été marqué par tout ça, il était revenu en 41-42, et par la suite il est resté très motivé, à ce point que lorsque la Banne a disparu, lorsque beaucoup de choses ont changé, il a retrouvé un planeur qui existait dans le comble d'une serrurerie à la Bourboule. C'était ni plus ni moins qu'un Avia 41P, c'était l'Avia 41P numéro 3, qui avait volé à la Banne d'Ordanche, qui avait été planqué par un homme du coin, et ce planeur a été redécouvert par Roger Mignard, et les contacts qu'il a pris avec la Fédération française de vol à voile et surtout la commission historique ont permis que ce planeur sorte de la Bourboule et soit aujourd'hui le 41P qui est exposé au musée de l'air. Donc Roger Mignard n'est pas un inconnu pour nous, et quand je dis nous, commission historique de la Fédération de vol à voile, et Roger Mignard était devenu membre, disons un peu honoraire, de la commission historique, et il avait entrepris d'écrire une histoire sur la Banne d'Ordange. Tout au moins, nous avait-il dit qu'il s'en chargeait. Donc, un beau jour qui remonte autour de 1997 ou 98, Jacques Lerat, président de la commission historique, reçoit un carton à chaussures. Et dans ce carton à chaussures, il y a des feuilles A4 qui sont des photocopies d'un certain nombre de documents. Et Roger Mignard accompagne cet envoi d'un petit mot. Et bien voici mon livre sur la Banne d'Ordange, et je vous l'envoie pour que vous l'éditiez. Donc Jacques a poursuivi un petit peu les choses en regardant, et à la prochaine réunion de la commission historique, il nous a amené le carton à chaussures. Alors le carton à chaussures, on a commencé de le regarder tous ensemble, on a bien vu qu'il fallait aller un peu plus loin, et je l'ai pris en premier, mais c'est pas la raison, c'est parce que j'étais le seul disponible pour le prendre, je pense. Et je l'ai lu, et puis je l'ai repassé. Et donc la douzaine de membres de la commission historique s'est passé le carton à chaussures de A jusqu'à Z. Et bon, ça a dû durer quand même quelques mois avant que nous soyons en état de répondre. Et lorsque le dernier d'entre nous, qui était Jean Molleveau, a rapporté le carton à chaussures, et que Jacques Lerat a dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» La réponse de Jean a été très simple. Eh bien, il n'y a plus qu'à l'écrire. Celui qui lit le bouquin se rend bien compte que s'il y a eu une Banne d'Ordange, c'est parce que l'Aéroclub d'Auvergne
s'est intéressé à rechercher un terrain permettant de concurrencer le terrain de la Rhône en Allemagne, de faire aussi bien en France, voire mieux, que ce que les Allemands faisaient à la Rhône. Et donc aussi bien Sardier, le président, que Sauzet, le président de la commission vol-à-voile, enfin de la partie vol-à-voile, de la section vol-à-voile de l'Aéroclub d'Auvergne, se sont un peu pris au jeu pour dire on aura le terrain en Auvergne qui sera la Rhône française. Donc tout se trouve à l'Aéroclub d'Auvergne et là-dessus, les documents photocopiés par Mignard étaient très intéressants parce que ça constituait un petit peu la trame de départ de l'ensemble. Cependant, j'ai été très vite surpris parce que il n'y avait pas d'image et puis on ne disait pas comment une implantation avait pu se faire. Et là, coup de chance, je ne sais plus comment, j'ai rencontré le président d'une association historique qui est à Lyon. Monsieur Matevet, qui en était le président, a fait une chose exceptionnelle. Il m'a envoyé une photo aérienne prise par un commandant de l'aviation à l'époque, c'était pas encore l'armée de l'air, donc en 1931, qui montrait le site de la Bande d'Andanche avec des travaux de terrassement permettant de voir qu'on allait installer quelque chose, qu'on allait installer des baraquements, qu'on allait installer des hangars, des choses comme ça. Et cette photo a été pour moi un déclic exceptionnel parce que j'avais pour une fois une vue d'ensemble, c'était je crois en octobre 31, de quelque chose qui allait se passer et vraiment ça marquait un point de départ dans ce que serait, disons, un futur chapitre, un futur centre. L'Aéroclub d'Auvergne était très intéressé à compenser, enfin disons, à installer en France une plateforme analogue à celle de la Rhône. Mais en fait, au sein du ministère de l'Air, des gens pensaient à maîtriser et à, disons, le développement de cette activité de vol à voile. Et une personne avait été chargée de faire des prospections aérologiques. La première qui a fait des prospections, c'était Charles Fauvel. Et très vite, ça a été Joseph Torret qui a été appelé à faire ce genre de prospection. Cet organisme qui s'est appelé l'AVIA, alors l'AVIA, c'est l'Association pour la valorisation de l'industrie aéronautique, c'est assez prétentieux. Cet AVIA a été fondé par quelques fanas de vol sans moteur, puisque c'est ainsi qu'on s'exprimait à l'époque. Et donc, ces fanas étaient dirigés par un passionné qui était Massenet. Massenet, ingénieur de Supaéro, qui travaillait dans une compagnie, dans une société de construction aéronautique, Massenet avait pris un peu la mesure de ce que pouvait être le développement du vol à voile en France, enfin du vol sans moteur, puisqu'on disait comme ça à l'époque en France. Et avec son Avia, il pensait apporter d'une part des bases techniques, c'était très important parce qu'il ne fallait pas battre la campagne. Donc, ingénieur de Supaéro, il s'entourait d'autres ingénieurs, il fallait que les machines volantes qui seraient créées, qui seraient d'ailleurs des Avia, c'est comme si qu'elles ont été baptisées, et ben, ces machines volantes soient capables de voler sans risque pour les personnels. Donc il fallait que les règles de la construction aéronautique soient respectées, et pour ça il fallait quand même des têtes pensantes. Mais d'un autre côté, l'AVIA pensait à rechercher les plateformes où on pourrait pratiquer ce vol sans moteur, et était donc le maître à penser dans la recherche de ce centre français qui équivaudrait au centre allemand de la Rhône. Et la réponse qu'apportaient rapidement Sardier et Sauzet était tout de suite la bienvenue. Je crois que Massenet n'a pas recherché longtemps autre chose que ce site-là, où très vite, donc dès le printemps 1931, les gens de l'Aéroclub d'Auvergne sont allés faire des essais. Alors, les essais faits là-bas, ça a été un peu n'importe quoi, parce que on avait bien regardé comment c'était fait. Bon, Torret était bien allé se poser, d'une part avec un avion, avait fait le tour des choses, il s'était posé en bas, il avait fait un certain nombre de choses aux alentours,
mais il n'y avait pas de moyen de transport, il n'y avait rien du tout pour aller là-bas. Donc un beau jour, je crois que c'était le week-end de Pentecôte de 1931, les gens de l'Aéroclub d'Auvergne ont décidé de monter et d'aller voir. Et pour ça, ils sont partis avec deux planeurs qu'ils avaient construits eux-mêmes dans un atelier appartenant au club, donc de l'Aéroclub d'Auvergne. Et ils ont traîné ces planeurs jusque sur le Puy-Loup. Et c'était pas une mince affaire, parce que ça a été une épopée pour arriver à monter sur le Puy-Loup. Déjà, y aller tout seul à pied, c'était pas si facile parce qu'il n'y avait pas de moyen, pas de chemin, si on peut dire. Il fallait défricher. Ensuite, il fallait y aller avec des objets, donc il a fallu y aller avec une autochenille, des choses comme ça, trouver le bon moyen pour passer, parce que c'était pas si facile. Et enfin, en 48 heures, ils ont réussi à être à pied d'œuvre, à monter là-haut, et avec leurs deux planeurs, ils étaient sur les flancs du Puy-Loup, prêts à faire des manips. Alors, la première manip, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, c'était Sauzet, le responsable de la section vol à voile, enfin, vol sans moteur, pardon, de l'Aéroclub d'Auvergne, qui a pris les commandes et qui est parti gicler au Sandov, et il a fait un vol en ligne droite, pratiquement, en s'écartant un petit peu du Puy-Loup, cap vers le nord-ouest, et il est allé se poser, je crois, après autour de 3 ou 4 km, quelque chose comme ça. Et ça a été le premier vol fait en 1931, donc je crois que c'était le 28 mai 31, par un planeur à la bande d'Ornanche. Thorey à l'époque, donc on est dans les années 20, Thorey va sur les Alpilles et puis il s'amuse dans ses ascendances dynamiques, ses ascendances de pente, et il va jusqu'à couper le moteur. Et il prend l'habitude de faire des vols héliscalés avec des élèves. Et il devient un spécialiste, si on peut dire, du vol à voile dynamique fait sur un avion. Donc un planeur poids lourd. Donc notre ami Thorey était devenu, à la suite de plusieurs expérimentations, dont une également en Algérie, du côté de Biskra, où il y avait eu une démonstration, toujours en vol dynamique, donc en vol de pente, où il est allé là-bas avec encore, cette fois des planeurs, mais il ne faut pas oublier que Thorey avait participé avec un planeur au congrès de Combe-Grasse en 1922, et il ne s'était pas plus distingué que les autres, puisqu'en fait, Combe-Grasse, on n'a pas fait des durées de vol importantes, mais les machines n'étaient pas brillantes et les hommes ne connaissaient pas encore grand-chose. Donc il manquait et la théorie et le matériel. Mais petit à petit, il est devenu un véritable spécialiste du vol dynamique, c'est vrai. Ce qui fait que le ministère de l'Air, qui pensait justement à développer ce vol sans moteur, qui de l'autre côté du Rhin commençait à montrer qu'on pouvait peut-être faire quelque chose avec ça, essayait de tirer de Joseph Thorey tout ce qu'il pourrait pour développer le mouvement, consolider les expériences qui avaient pu être faites et faire quelque chose de correct. Donc on se trouve avec un Thorey mandaté par ses patrons du service de, je ne sais pas quel service du ministère de l'Air, mais un service de recherche ou d'essai, de choses comme ça, et qui vient à la demande, donc sur les informations transmises par l'Aéroclub d'Auvergne, regarder ce site où on pourrait faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au moment où l'Aéroclub d'Auvergne mûrissait son propre projet, et il a validé, si on peut dire, les expériences que cet Aéroclub d'Auvergne allait mener. Il a été à la fois le mentor et à la fois le juge des expérimentations, à tel point que durant les mois qui ont suivi, on a eu plusieurs autres expéditions, et on a eu des expéditions en été et en septembre, et un planeur biplace, Vinta, Avia Vinta, a donc été envoyé par le ministère de l'Air pour que Thorey puisse former des élèves sur le site de la bande d'Ornanche. Ils ont donc fait un certain nombre de vols
en double commande, auquel ont participé d'ailleurs des élèves de l'école centrale. Pourquoi? Parce que l'école centrale avait une petite section de passionnés qui commençaient à s'entraîner au vol sans moteur, alors d'une part d'abord au Fort d'Estaing, au nord de Paris, et puis plus rapidement sur un site qui est devenu un site bien connu de la région parisienne, qui était le site de Bentiverval, qui a été mis en activité au début des années 30. Hein. Donc voilà notre Toray qui valide, cette petite équipe qui va faire ses vols de fin mai 1931 pour arriver à classer cet emplacement comme un emplacement permettant de faire du vol sans moteur. À la base, on y fait bien sûr du vol sans moteur, on l'a bien dit, hein, et on y fait du vol sans moteur avant tout, comme on faisait du vol sans moteur partout dans le monde à l'époque, c'est-à-dire un relief, du vent sur le relief, et ça crée une composante verticale qui fait maintenir le planeur en l'air et voire le faire monter. Bon, cependant, le soleil il se lève tous les matins, il se couche tous les soirs, entre-temps, il échauffe un petit peu les composants que sont aussi bien le sol, les cailloux des montagnes que l'air ambiant, et tout ça, ça déclenche à certains moments des courants verticaux, qu'on appelle des courants thermiques bien sûr, et donc ce vol à voile dynamique de pente va se compléter immédiatement par des poussées thermiques, hein, et ça va devenir du vol thermodynamique, c'est bien évident, mais c'est un vol très complet. Et puis lorsque ces planeurs vont prendre un petit peu plus d'altitude et vont se risquer à quitter la montagne, et elles peuvent à la limite, en se trouvant dans la plaine, se retrouver dans des conditions de vol uniquement thermiques. Mais à cette époque, en 33-34, c'est encore extrêmement rare qu'on atteigne les plaines de la Limagne. C'est arrivé, pour ça il fallait être chef, il fallait avoir le grand planeur qui allait bien, donc il y avait monsieur Nessler qui disposait de la grande machine et qui était le chef. Alors lui, il laissait instruire les élèves par les autres, et puis il faisait ses performances. Alors il atteignait effectivement les plaines de la Limagne et autres, et il pouvait faire du vol à voile thermique. Tout ce petit monde se faisait lancer au Sandoff, parce que le treuil n'apparaîtra qu'en été 34, et lancer au Sandoff, ça signifie quand même pas mal de choses. Ça signifie d'ailleurs que quand on est à la Banne d'Ordanche, on est un bagnard. Pourquoi? Parce que toute la journée, hein, d'une part on traîne des planeurs, et puis ensuite on prend un bout de caoutchouc là, enrobé de textile, et puis avec cette grande corde élastique qui doit mesurer une trentaine ou une quarantaine de mètres, hein, on s'accroche tous à un bout ou à l'autre, on en a aux deux bouts, on met le planeur au milieu, hein, avec un petit crochet, et puis pendant que quelqu'un maintient le planeur au sol bien bloqué, on avance, on tire sur la ficelle, hein, et puis quand on a fait le nombre de pas prévus, alors c'est 8 pas, c'est 10 pas, c'est 12 pas, on relâche, hein, alors il y a le gars qui tient le planeur par la queue qui relâche le petit verrouillage, et à ce moment-là, la machine commence à glisser. Pour qu'elle s'élève encore plus rapidement, on dit au gars à qui on avait dit 8 pas, on ajoute « et courir ». Alors à partir de là, on continue en courant avec la corde, hein, et puis mon Dieu, le planeur va bondir, il va monter à 4 mètres ou 5 mètres, et puis si devant c'est vide, ça va aller tout seul. Hein. L'État va essayer maintenant d'en faire quelque chose qui ne soit plus un simple centre local ou régional, mais que ça devienne un centre utilisable par tout le monde. Donc ça va devenir le centre national de vol sans moteur à partir de 1934. On verra des grands noms, aussi bien des messieurs célèbres que des dames. Il ne faut pas oublier que Olga Giraud a été l'un des grands portraits de la Banne d'Ordanche, et probablement une instructrice très dévouée, hein, pour des élèves à qui elle donnait tous les conseils nécessaires pour que dans leur monoplace, ils arrivent à faire quelque chose. Hein. Et on a eu également les débuts
d'un excellent instructeur qui deviendra un grand nom du vol-à-voile français, à savoir de Max Gagné, hein, qui au début était un simple instructeur et il sera par la suite le chef pilote attitré de la bande, y compris durant les années d'occupation. Donc l'État prend l'affaire en main, l'AVIA dirige la bande d'Ordanche, l'aéroclub d'Auvergne se retire bien malgré lui. Les textes que nous avons pu consulter sont étonnants parce qu'on sentait un dépit de la part des membres de l'aéroclub d'Auvergne et surtout des dirigeants de cette section de vol sans moteur de l'aéroclub d'Auvergne qui ne comprenaient pas qu'ils avaient fait du travail et que ce soit les autres qui allaient faire la cueillette. Bon, ça a été un moment, les passions se sont dissipées et puis petit à petit, c'est redevenu ce que ça devait être, à savoir un centre national dans lequel l'aéroclub d'Auvergne avait une petite priorité, où il pouvait amener des machines plus facilement, où il pouvait monter des élèves, peut-être sans les avoir inscrits auprès du ministère avant qu'ils viennent, ou des choses comme ça. Mais c'était rentré dans l'ordre, c'était l'AVIA qui dirigeait, c'était le ministère de l'Air qui était derrière. Les élèves admis au Centre national de vol sans moteur de la bande d'Ordanche, à la suite d'une demande présentée par leur club, sont choisis en principe parmi les meilleurs sujets des sections d'aviation populaire. Les conditions d'admission sont d'ailleurs fixées chaque année par le ministère de l'Air. C'est ainsi que des jeunes pilotes d'avions planeurs, n'appartenant pas à l'aviation populaire, mais qui désirent obtenir le brevet de pilote moteur de planeur, sont également admis à suivre les cours. Dès le matin, les planeurs sont sortis monter sur la colline voisine. Les élèves sont confiés à des moniteurs et quel que soit leur degré d'entraînement, l'instruction est reprise à son début. Voici d'abord l'ABC de cette instruction donnée sur planeur 111A. Il faut savoir maintenir son planeur dans le vent en manœuvrant correctement les commandes. Avant de tuer les premiers vols, les mesures de sécurité sont enseignées aux élèves. Boucler sa ceinture, maintenir constamment les pieds posés sur le palonnier. Puis, ce sont les premiers vols. Lancés par descendo, le planeur exécute un premier bond. Il glisse lentement et va se poser au bas de la pente. Après quelques vols d'entraînement, les élèves qui ne possèdent aucun brevet de vol à voile sont admis à passer le premier de ceux-ci, le brevet A. L'épreuve du brevet A consiste à effectuer un vol de 30 secondes terminé par un atterrissage correct. L'obtention du brevet A permet à l'élève de recevoir une carte délivrée par l'Aéroclub de France et lui donne le droit de porter l'insigne de breveté. L'instruction se poursuit sur un planeur 15A en vue de donner aux élèves l'entraînement qui leur permettra de subir les épreuves du brevet B. Après l'atterrissage, il est prudent de bloquer le manche à balai
et de maintenir le plan au sol dans le sens du vent. Ceci évite au planeur d'être détérioré par le vent si celui-ci est trop fort. Après chaque vol, le planeur est ramené au point de départ. Lorsque l'élève a effectué plusieurs vols satisfaisants, il est admis à subir les épreuves du brevet B. Son moniteur ne manque pas de lui donner les derniers conseils. Le brevet B consiste à effectuer 2 vols de 45 secondes et un vol d'1 minute au minimum, comportant une évolution en forme d'S et terminé par un atterrissage correct. Le brevet B donne également droit à la carte de brevet ainsi qu'au port de l'insigne. L'entraînement en vue du brevet C, qui comporte des performances de plus en plus importantes, oblige les élèves à conduire leur planeur sur une colline plus élevée. Cela leur permet de se maintenir en l'air plus longtemps et à une plus grande altitude. Toutefois, l'épreuve du brevet C, qui nécessite une évolution d'au moins 5 minutes sans perdre d'altitude, ne pourrait être effectuée sans vent. Lorsque le vent rencontre une pente, il est dévié vers le haut et provoque une ascendance. C'est cette ascendance que le planeur utilise le long de la pente. Voici un vol de brevet C. Le planeur s'accroche à la pente.
L'élève qui a passé avec succès l'épreuve du brevet C est consacré définitivement pilote de planeur. L'instruction des élèves comporte également un enseignement sur l'entretien du matériel. Les élèves doivent être à même d'effectuer les petites réparations sur le planeur et régler correctement les appareils de commande et de contrôle de vol. Les réparations plus importantes sont faites par des spécialistes. Peut-être la plus attrayante car elle comporte une part d'imprévu qui plaît toujours aux concurrents. Cette épreuve consiste à parcourir la plus grande distance en utilisant les ascendances thermiques. Parfois, de véritables performances de plusieurs centaines de kilomètres sont réalisées et, bien entendu, tous nos jeunes gens espèrent toujours faire mieux. Afin de permettre au planeur de s'élever le plus haut possible au départ, celui-ci est lancé d'un câble s'enroulant sur un treuil. Le départ est donné. Le pilote largue ensuite le câble et cherche l'ascendance favorable qui lui permet de prendre le maximum d'altitude. Et maintenant, ayons du flair. Choisissons bien notre direction au départ et souhaitons que les courants nous soient propices le plus longtemps possible. Malheureusement, tout a une fin. Abandonnés par les vents, les pilotes sont contraints de se poser n'importe où dans une contrée le plus souvent inconnue, et c'est peut-être ce qui fait le plus grand charme des voyages en planeur. Cet atterrissage constitue toujours pour les habitants du pays un événement sensationnel, et notre héros n'est pas sans en retirer un certain prestige. Grâce à l'aviation populaire, tous les jeunes gens peuvent aujourd'hui voler. Le vol à voile est de plus en plus à la jeunesse française, et bientôt peut-être sera-t-il pour tous le plus sympathique des sports. L'organisation de la bande organise un concours annuel. Alors ça va devenir un haut lieu de la fréquentation vélivole. Il est devenu intéressant de faire une quinzaine avec un concours. On va là-bas, on fait des vols plus intéressants que d'habitude. Donc tous les clubs qui sont petit à petit propriétaires de nouveaux planeurs vont commencer à dire ben moi je vais aller me confronter avec mes petits copains, avec le dernier planeur qu'on a acheté. Alors ça va être aussi bien des planeurs allemands. Charles Vogel, on le connaît par ses ailes volantes,
Mais il ne faut pas oublier que la première aile volante AV3 de Charles Fauvel a pris son vol un soir de septembre 1933, dans la dernière journée de ce concours, de cette quinzaine internationale, où Fauvel était venu avec sa machine qui sortait de l'atelier de Bourdarot à Maringues, parce qu'en fait, Fauvel était venu comme chef pilote l'année d'avant. Et il avait rencontré un menuisier qui était le menuisier qu'utilisait l'Aéroclub d'Auvergne pour construire ses derniers planeurs. Après la cocotte et le coq, d'autres planeurs ont été construits, et en particulier le sablier de la section de Maringues avait été construit par ce menuisier de Maringues, donc Antoine Bourdarot. Et Antoine Bourdarot s'intéressait beaucoup, et Fauvel, qui avait son projet d'aile volante AV3, a pacté avec lui pour lui faire réaliser cette aile volante. Et le très beau travail de Bourdarot, parce que je crois que, de ce que j'en sais, après avoir un peu étudié la question, Bourdarot avait effectivement fait une très belle machine. Et le planeur, à peine sorti d'atelier, pas vraiment tout à fait fini, a fait son premier vol le dernier soir de la quinzaine internationale de la BAM de 1933. C'est à partir de 1935-36 qu'il y aura un chef pilote permanent, que les choses seront bien organisées, avec une section météo où le service de la météorologie nationale détachera du personnel, donc en général du personnel de la station météo du Puy-de-Dôme, hein, qui sont sur place avec du matériel. Des installations météo avaient été construites d'ailleurs sur le Puy-Loup. Hein, il y avait 3 petits bâtiments. Ils disposaient de ciné-théodolites leur permettant de mesurer le déplacement des nuages, de faire toutes les mesures que les gens de la météo étaient habitués à faire à cette époque-là. Mais c'était relativement sérieux. Je me souviens, on voit sur le plan de la piste 2 points caractéristiques qui sont distants, d'une distance mesurée parfaitement, permettant de servir de base pour les théodolites qui vont viser soit des nuages, soit des planeurs d'ailleurs, et mesurer des vitesses, mesurer des distances. Donc ça va être très structuré. Dès 1937, on va créer le premier concours national de la BAN. Il aura lieu en 37, 38 et 39. Et les vainqueurs de ces concours auront eu besoin de se battre contre leur père, mais de façon intense. Le classement général du concours national de 1937. Eh bien, M. Nestler, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, et son Avia 41P, le numéro 2 de série, hein, remporte le concours avec 608 points. Et puis derrière, eh bien, M. Gagné, qui sera, je l'ai dit tout à l'heure, le chef pilote de la BAN pendant quelque temps, et le second avec un 40P seulement. Et puis ensuite, M. Lagarde et M. Touillat qui se partageaient le 40P affecté au groupe Fonval. Alors, le groupe Fonval, je crois que c'était un groupe qui était à Bordeaux. Eux prendront la 3e place avec 194,8 points. Alors en 1938, eh ben, là pour de bon, on fait un concours national sérieux. Alors là, ils reviennent tous, où notre ami Maxime Lamort remporte la 1re place. Mais là, ce n'est pas une machine et puis plusieurs pilotes, c'est un pilote avec sa machine. Donc Lamort, 1er, Nestler, 2e. Gagné, 3e. Spire, alors Étienne Spire, ça c'est encore un cas qu'on peut traiter dans le vol à voile. Étienne Spire, c'était un centralien manchot. Un centralien manchot, mais manchot à 20 ans ou 21 ans à la suite d'un accident de moto. Et ça a été le gros animateur du club olympique
de Billancourt, du COB, donc le club sportif de Renault, section aviation. Étienne Spire a fait de ce COB un super club à tel point qu'en 1939, c'était le COB qui détenait le plus de brevets D en France. Et Dieu sait que des brevets D en France en 1939, il y en avait moins d'une centaine. Bon, alors, et Spire était vraiment un grand pilote. C'est un pilote qui est allé faire son brevet D, je crois les 3 épreuves du brevet D, à l'occasion du week-end de Pentecôte à la Montagne Noire. C'est rare. L'impact de l'aviation populaire sur le développement de la banne. Alors il est certain que, avant tout, l'impact de l'aviation populaire sur le vol à voile en France a été considérable. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, l'aviation populaire, ça a été peut-être la disparition de l'AVIA, mais ça a été surtout l'apparition de moyens. Avec l'aviation populaire, on a disposé de marchés de planeurs qui ont été lancés. D'une part, il y avait encore la possibilité de construire sur les liasses de l'AVIA des planeurs dans les clubs, et pour cela l'aviation populaire aidait pour l'achat des matériaux, mais il y avait surtout ces machines nouvelles qui ont été lancées par le ministère de l'Air pour être affectées dans les clubs. Donc dans le même club, il pouvait y avoir le traditionnel, où il y avait les planeurs du club, et puis il y avait la section aviation populaire qui allait recevoir des planeurs neufs. Alors d'accord, c'était pas forcément des racers, parce que dans l'aviation populaire, on a quand même commandé, je pense, plus d'Avia 15A que de 40P. Mais il y a quand même eu des Avia 15A en grosse quantité, des 40P, je ne sais pas combien, peut-être une quarantaine, qui ont été commandés par l'aviation populaire et affectés dans les clubs. Et ça a été un renouveau. Alors pour la banne, ça s'est traduit surtout par la chose suivante, c'est que en même temps que l'aviation populaire, tout était populaire en France. Tout était populaire, pourquoi? Parce que ça a été l'année des vacances, des 40 heures et des vacances. Donc brutalement, en été 36, nos apprentis vélivoles et nos vélivoles confirmés se trouvent disposés au mois de juillet-août, dans la période de juillet-août, d'une semaine ou deux, je crois que c'était 15 jours de vacances la première année. Ils se trouvent avec 15 jours de vacances payés, des congés payés qui n'existaient pas précédemment. Et en même temps, ces possibilités de l'aviation populaire. Alors, les possibilités de l'aviation populaire, il faut dire qu'en 1936, elles n'ont pas compté beaucoup pour le matériel, parce qu'il a fallu le temps de passer les marchés, de construire les machines. Donc en 1936, il n'y a pas eu d'affectation de nouveaux planeurs. Il a fallu attendre 1937 pour les avoir. Mais par contre, les congés ont permis à de nombreux vélivoles de l'époque de dire pourquoi on n'irait pas passer un moment à la Banne d'Ordanche, sous l'aviation populaire, va se développer. Pourquoi? Parce que l'aviation populaire va construire des logements supplémentaires, des locaux supplémentaires à la Banne. On va remettre des baraques, on va remettre des douches, on va agrandir le réfectoire, et puis on va aussi aller plus loin, on va même faire des hangars. Il faut dire que de 37 à 39, on peut dire que 60% des hangars ont été construits à cette époque-là. Donc, ça a été d'une part un développement du vol à voile en France considérable par les sections d'aviation populaire dotées de matériel neuf, et ça a été pour ce centre national de vol sans moteur, parce qu'attention, on est toujours dans l'appellation du vol sans moteur, ça a été vraiment le développement ultime de ce centre national de la Banne d'Ordanche. Et on se retrouve au moment de la déclaration de la guerre avec de superbes installations à la Banne d'Ordanche dans un centre qui ne fonctionne que 3 mois par an. C'est un petit peu exceptionnel. Et il faut reconnaître que en 1939, on commençait bien à se douter que la Banne d'Ordanche, c'était pas idéal. À côté de Toulouse, il y avait une structure qui était bien faite, c'était le centre régional de la Montagne Noire, et comme il était utilisable toute l'année,
eh bien, on s'est dépêché de mettre des billes dessus. Et ce centre régional de la Montagne Noire est devenu le centre national de la Montagne Noire. Et survient le 2 novembre 1942 un fait nouveau, un peu perturbateur dans l'activité, c'est le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Alors à partir de là, un envahissement de la France, il n'y a plus de zone libre, tout est zone occupée. Sabordage de la flotte française dans le port de Toulon, rien ne va plus, on verrouille tout partout, et chacun cherche à se planquer au mieux de sa possibilité. Et les installations de la BAD vont être mises en gardiennage et ne reprendront jamais d'activité. Une commission créée en 1945, après la libération, dont le rapporteur sera M. Gohard. Alors Gohard, je crois que c'était un colonel de l'armée de l'air, si je ne m'abuse, qui a été, sous un autre aspect, l'époux de Marcel Chouanet, à ne pas oublier. Donc Gohard a conclu son rapport d'expertise en disant que la France disposait de plateformes intéressantes pouvant tourner toute l'année, qui serviraient à faire des centres régionaux ou nationaux en quantité suffisante. On avait Benne, on avait Pont-Saint-Vincent, on avait la Montagne Noire, on avait Saint-Auban-sur-Durance, on avait Challes-les-Eaux. On ne voyait pas bien ce qu'on aurait à faire avec un centre ouvert 3 mois par an, tel que la Vanne d'Ordanche. Donc la conclusion était, on ne rouvre pas la Vanne d'Ordanche et on la met en démolition. Passage des installations à l'administration des domaines et mise en vente du total. Voilà comment s'est terminée l'histoire de la Vanne d'Ordanche. N'est pas un formateur, n'est pas un professeur. Dessler, c'est un tempérament indépendant. J'ai dit un ascète tout à l'heure, et c'est un peu ça, c'est un ascète dans le vol à voile. Il se satisfait de peu, mais il est toujours très tenace, il essaie d'obtenir le résultat, la conquête de la performance. J'ai connu Gagné, qui était un homme fabuleux. J'ai connu Gagné, chef de centre de la montagne, non pas de la montagne, de Saint-Auban par exemple, qui était un homme merveilleux. C'était un titi parisien, et quand il nous parlait du squal, un jour on était lancé dans une conversation sur la sécurité dans les planeurs, et il dit, mais tu vois, Vachmer avec son plastique en papier de chocolat, eh ben c'est bien meilleur que les plastiques allemands, parce que quand tu touches avec le fuselage, ça plie, ça absorbe de l'énergie, mais ça ne casse pas. Alors que le cockpit du planeur allemand, il vole en éclats. Donc tu vois, le plastique à boîte de chocolat, là, c'est quand même vachement bien. Ça, c'était Gagné. J'ai bien connu Maxime Lamort. Tous ces gars-là, à la faveur des temps, en passant à droite et à gauche, on les a connus. Certains, et pratiquement la majorité, étaient très estimables. Ils s'aimaient tous à voile.